Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Abuja, capitale nigériane, depuis cet après-midi. Le chef de l'État va présider le 43e sommet de la CEDEAO, sommet consacré au Mali. Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA vient de clore ses travaux à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le Conseil a décidé de faire la promotion du développement de l'économie locale, de réaliser une étude sur la loi foncière pour la promotion agricole. Et nous irons en République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée régulière et la rébellion ont repris depuis dimanche après 2 mois de répit. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, est à Abuja, capitale nigériane, depuis cet après-midi. Le chef de l'État va présider le 43e sommet de la CEDEAO, un sommet qui intervient au moment où le Mali s'apprête à aller à des élections le 28 juillet prochain. Suivons l'arrivée du président de la République à Abuja avec Jérôme Kofi Abolin. C'est exactement à 16h30, heure du Nigeria, soit 15h30, temps universel, que l'avion présidentiel en provenance d'Abidjan a marqué son arrêt sur le tarmac de l'aéroport international d'Abuja. Accueilli à sa descente d'avion par le ministre nigérian de l'Intérieur, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a salué toutes les personnalités présentes, notamment des membres du cabinet présidentiel, des membres du gouvernement ivoirien, ainsi que des personnalités civiles, avant de recevoir les honneurs militaires. Il a ensuite marqué une courte pause au pavillon d'honneur, une occasion pour le chef de l'État de situer sur les enjeux de la rencontre d'Abuja. Le président Alassane Ouattara a notamment parlé de paix et développement, non sans insister sur le volet sécuritaire. Nous avons des points importants à l'ordre du jour du sommet, le Mali, la Guinée-Bissau, le processus électoral également en Guinée, au Togo, les questions d'intégration, les questions de sécurité, y compris la sécurité maritime. Nous sommes bien sûr engagés, comme vous le savez, pour la sécurité dans notre sous-région, pour la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc j'aurai bien sûr des entretiens sur les questions bilatérales avec mon ami Goodluck Jonathan. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est toujours le même plaisir de revenir au Nigeria et rencontrer son ami et frère, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Voilà, le Mali sera au centre de ce 43e sommet. Les questions relatives à la paix et à la sécurité, le renforcement de l'intégration sous-régionale retiendront l'attention des chefs d'État et de gouvernement. Et notre envoyé spécial à Abuja, Jérôme Kofi Abolin, nous donne déjà un avant-goût de ce sommet. Abuja, la capitale nigériane, aux couleurs de la CEDEAO, avec la rencontre au sommet de 2 jours à compter de ce mercredi 17 juillet 2013. À l'instar de ses pairs de la sous-région, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est très attendu à ce sommet. La 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Le chef de l'État ivoirien va y prendre part, surtout en tant que président en exercice de cette institution sous-régionale. Au regard du leadership sans faille dont le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve, il n'y a pas de doute qu'une fois de plus, sous sa conduite, cette rencontre, comme celles qui l'ont précédée, jouera pleinement son rôle, qui est notamment de faire face aux différents défis. Sommet donc très attendu, tant ces défis restent nombreux. Il va sans dire que le Mali et la Guinée-Bissau demeurent une des préoccupations majeures à ce rendez-vous d'Abuja. Par conséquent, c'est sans surprise qu'il est prévu à cette rencontre des communications en vue de l'évaluation de la situation actuelle dans ces deux pays. Et notez qu'après Abuja, le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra à Lomé, au Togo, après-demain, jeudi 18 juillet, pour des entretiens avec son homologue togolais Faure Eyadema. Le chef de l'État regagnera ensuite Abidjan le vendredi 19 juillet. Je vous conduis au Burkina Faso, où le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA vient de clore ses travaux. Au cours de cette 3e Assemblée générale, le Conseil a décidé de faire la promotion du développement de l'économie locale, de réaliser une étude sur la loi foncière pour la promotion agricole. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial à Ouagadougou.
Implication des microfinances dans le financement de la décentralisation. Réalisation d'une étude sur la loi foncière au niveau sous-régional. Renforcement de la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales. Promotion du développement de l'économie locale. Autant de recommandations adoptées à l'issue de la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales, CCT, de l'UEMOA, tenue à Ouagadougou dans la capitale du Burkina Faso. Elles seront soumises à la prochaine Assemblée générale des chefs d'État de l'UEMOA prévue pour le mois de septembre 2013. Si ces recommandations sont adoptées par les chefs d'État, les collectivités locales de l'UEMOA seront désormais autonomes sur le plan financier. Les mécanismes proposés, en leurs composantes que sont la subvention dans un esprit de solidarité agissante, l'emprunt invitant les collectivités territoriales à entrer dans les marchés financiers et enfin l'appui institutionnel en vue du renforcement des capacités de nos fêtières constituent à eux seuls des instruments de dimension exceptionnelle, innovants, qui amèneraient à coup sûr nos collectivités au rang d'entités administratives émergentes. Prochain rendez-vous des élus locaux des 8 pays de l'espace UEMOA, Cotonou en 2014. Mais avant, un réseau de femmes membres du Conseil des collectivités territoriales a été mis en place. Il est dirigé par la Sénégalaise Aïssatou So Diawara. Et c'est bien que le CCT l'ait compris. Retour en Côte d'Ivoire, direction la rue Le Pic, au siège du Rassemblement des Républicains. Cet après-midi, le secrétaire général par intérim du parti s'est entretenu avec la chefferie traditionnelle à Tchon. Amadou Soumaoro a invité les chefs traditionnels à être des acteurs de paix. Le reportage de Francis Boifo. De cette rencontre avec Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, par ailleurs, conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques et la chefferie traditionnelle à Tchon, une information majeure. Nous sommes venus donc vous rencontrer parce que vous êtes l'homme qu'il faut pour constituer cette plateforme très solide qui nous permettra de rencontrer son Excellence Alassane Ouattara. Mais pourquoi le peuple atchien veut-il rencontrer le chef de l'État? Aucune réponse sans avoir rencontré le président Alassane Ouattara, affirme la chefferie traditionnelle. Nous ferons tout pour plaider auprès du chef de l'État afin que cette rencontre puisse avoir lieu. Si les chefs sont venus vers nous à leurs préoccupations, nous aussi nous leur avons exprimé une préoccupation que nous avons tous les jours. Leur demander d'aider à la réconciliation nationale. Et les chefs nous ont donné cet accord et nous ont rassuré qu'ils seront toujours aux côtés du président de la République, qu'ils seront toujours là où on les appellera pour construire la paix. Étaient présents à cette rencontre les chefs des 60 villages ébriés du district d'Abidjan. Je vous conduis à une autre rencontre. C'est un débat organisé par l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé pour parler d'émergence des étudiants ivoiriens. Un thème a été ciblé au cours de ces échanges, l'enseignement supérieur privé face aux défis du départ nouveau. Plus d'explications avec Serge Gongomer et Chantal Akanda. L'enseignement supérieur privé face aux défis du départ nouveau. C'est le thème de cette rencontre organisée par l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. Invité par cette association, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahima Cissé Bakongo, a apporté sa contribution à l'échange qui a lieu sur le sujet. Le sempiternel problème, adéquation, formation, emploi. Beaucoup de nos jeunes sont diplômés de vos écoles. Ils ont les BTS les plus pointus. Malheureusement, quand ils finissent d'avoir d'obtenir leur BTS, il y en a même qui ont des diplômes d'ingénieur de conception. Quand ils ont fini, le seul emploi qui les accueille, c'est gérer les cabines téléphoniques. Nous avons là aussi attaqué ce problème ensemble. Heureux de rencontrer le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique autour d'un sujet aussi important que celui de la formation de la jeunesse ivoirienne, les fondateurs ont également apporté leur contribution. C'est enrichi de la dynamique de leurs expériences diverses, mais complémentaires que les participants à ce dîner-débat ont pris rendez-vous avec des actions concrètes pour l'émergence d'une jeunesse bien formée.
Et le syndicat national des infirmiers de Côte d'Ivoire propose d'intégrer le système LMD dans la formation des infirmiers. Pour le SINICI, cette intégration permettra de dynamiser la formation des infirmiers. Le reportage de Ouattara Amadou Walter est commenté pour vous par Kouadou Kwame Jean de Dieu. Redynamiser la fonction infirmière est l'un des objectifs visés par le syndicat national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, SINICI. Pour bien remplir sa mission, ce syndicat compte s'appuyer sur la promotion des soins infirmiers à travers une formation qui épouse l'ère du temps. C'est dans cette optique que la section SINICI du CHU de Bouaké a organisé une conférence sur le thème « Licence, Master, Doctorat LMD dans la formation infirmière ». Thème choisi, le système LMD en sciences infirmières, défis et opportunités. Pour le conférencier docteur Kofik, diplômé de la faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal au Canada, a salué l'initiative et soutenu que le système LMD est une opportunité pour la promotion des soins infirmiers en Côte d'Ivoire. La CEDEAO, qui a initié également un projet d'harmonisation du curricula de formation des infirmiers et sages-femmes dans l'espace CEDEAO. Et ce curricula prévoit la formation initiale du personnel infirmier et sage-femme qui était organisée par le diplôme d'État, soit désormais organisée dans le système LMD à partir de la licence en soins infirmiers en remplacement du diplôme d'État d'infirmier et de sage-femme. C'est le siège de l'UGTCI du quartier Koko à Bouaké qui a abrité cette conférence. Le SINICI revendique plus de 300 membres dans la région de Bouaké. Le Lions Club Côte d'Ivoire vient en aide à des albinos en leur offrant 26 verres correcteurs. Ce don est un véritable soulagement pour ces personnes souffrant de maux d'yeux. Plus d'explications avec Maïsako. Koura Koulibaly, jeune dame vivant avec l'albinisme, souffre depuis sa tendre enfance d'un problème oculaire. Quand je suis à l'école, je ne peux pas voir directement au tableau comme les autres. Donc je suis obligée de prendre le cahier de mes voisines pour pouvoir me mettre à jour. Ces troubles visuels décrits par Koura ne sont rien d'autre que la manifestation d'une forme de myopie généralement contractée par les albinos. L'albinisme, vous savez que c'est un trouble génétique du développement de la pigmentation, du système pigmentaire. Alors, qui dit système pigmentaire dit la peau, mais aussi, peut-être que vous ne le savez pas, aussi l'œil. Parce que dans l'œil, il y a un système pigmentaire que nous appelons épithélium pigmenté, dont le rôle est de transmettre les rayons lumineux aux cellules visuelles, afin que ces cellules-là les transmettent à leur tour au cerveau. Lorsque vous avez une déplétion ou une insuffisance de développement de ce système pigmentaire qu'on appelle épithélium pigmenté, le retour inverse de la lumière, c'est-à-dire la transmission des rayons lumineux aux cellules visuelles, ne se fait plus ou se fait très mal. Et comme le signal visuel n'arrive pas au niveau du cerveau, c'est comme si les structures supranucléaires, les structures qui sont situées dans le cerveau, réagissaient contre ce manque de rayons qui n'arrivent pas. Alors, il y a un tremblement qui est provoqué à ce niveau et qu'on appelle nystagmus. Donc on va doucement, mauvaise transmission des rayons lumineux par défaut de l'épithélium pigmentaire, réaction supranucléaire au niveau du cerveau, nystagmus, c'est-à-dire tremblement des yeux. Mais du fait de leur difficile insertion dans le tissu socio-professionnel, les personnes vivant avec l'albinisme n'ont pas toujours les moyens financiers adéquats pour payer leurs soins et s'offrir des lunettes. Face à ce constat, le Lions Club International section Côte d'Ivoire a décidé de faire un geste. L'association a procédé à la remise de 26 paires de lunettes aux albinos. Ces derniers ont également bénéficié de consultations gratuites. Cette aide va s'étendre sur 2 mois. Le Lions Club a également entamé la construction d'un centre d'accueil comportant une salle de consultation ophtalmologique pour l'ONG Bien-être des albinos dans la commune de Cocody. Dans le domaine agricole, intéressons-nous maintenant à ces dons faits à 23 coopératives à Daloa. Ces coopératives ont reçu plusieurs matériels pour relancer leurs activités. Le témoignage de Thérèse Tapé-Yoboui. Des atomiseurs, des boîtes pharmaceutiques, des kits de masques à gaz, des lunettes de protection pour le traitement des plantations et plusieurs autres matériels agricoles. Ce sont les dons reçus par les producteurs de cacao de 23 sections de la coopérative agricole Fiedifoué de Daloa. Ces dons, offerts aux producteurs les plus méritants,
s'inscrivent dans le cadre du volet social des programmes de certification OUS et Rainforest du cacao. Le sous-préfet Wassoulou Nyepa et le chef de zone anadaire de Daloa ont profité de cette occasion pour demander aux planteurs d'éviter de se détourner de la culture du cacao au profit d'autres spéculations. Quant au président du conseil d'administration de la coopérative, il a expliqué que le geste de sa structure répond au souci d'appuyer les actions de l'État qui vient de distribuer des produits phytosanitaires aux paysans à travers le conseil café-cacao en vue d'accroître leur rendement et relever leur niveau de vie. La coopérative Fiedifoué a déjà réalisé avec ses partenaires des infrastructures de base, dont une maternité, des pompes villageoises et des écoles dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Au titre de la campagne 2012-2013, la coopérative agricole Fiedifoué a collecté 5000 tonnes de fèves de cacao presque entièrement certifiées et distribué 340 millions de francs de primes à ses membres. Plus de 1000 commerçants déguerpis du marché d'Anono, c'est ici à Abidjan. Et c'est une décision de la chefferie du village. Ces commerçants qui ont vu leur magasin démoli par les machines ont exprimé ce matin même leur mécontentement. Doigt de laser s'est rendu sur place. S'il vous plaît. Grand mécontentement des commerçants du marché d'Anono dans la commune de Cocody. Leurs magasins et boutiques sont totalement ravagés par un caterpillar. Ils ont détruit tous les magasins avec des marchandises dedans. Ici, il y a des commerçants qui ont pris des marchandises à crédit. On a demandé un délai de au moins 6 mois pour rembourser notre crédit. On ne peut pas quitter ici et puis les gens à qui on doit, ils vont nous mettre en prison. Ils ne veulent pas nous écouter. En principe, si tu dois déguerpir quelqu'un qui a collaboré avec vous pendant des années, il faut vraiment envoyer un avis. Selon la chefferie traditionnelle, cette opération va aboutir à la naissance d'un marché moderne dans au moins 18 mois. Depuis 2009, ils sont informés de ce projet-là. Et il y a 4 mois de cela, nous avons régulièrement tenu des réunions avec les commerçants. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas partir, parce qu'ils sont très bien installés au détriment de ceux qui n'ont pas de place, ne veulent pas partir. Il y a 2 ans, ce marché-là a pris feu. Les sapeurs-pompiers ont eu toutes les difficultés à pouvoir accéder au lieu de l'incendie. Donc vraiment, toute réflexion faite, la chefferie a décidé de doter Anono d'un marché moderne et sécurisé. Voilà, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. En attendant les travaux du nouveau marché, certains commerçants ont été relocalisés à 100 mètres de l'ancien site. Ils seront en priorité dans l'acquisition des nouveaux magasins à venir, selon la chefferie traditionnelle. À Dimokro, c'est une autre ambiance de joie. 11 villages équipés de 20 pompes hydrauliques. Des comités locaux ont été donc mis en place pour la gestion de ces points d'eau. On en parle avec Fatou Fofana. Environ 5600 personnes ont désormais accès à l'eau potable, une eau de qualité et propre à la consommation humaine. Ces 20 pompes hydrauliques réhabilitées sont un gage de meilleure santé pour les populations, surtout les femmes et les enfants qui étaient constamment sujets à des maladies liées à l'eau, comme le ver de Guinée, la diarrhée ou la fièvre typhoïde. On va au marigot pour aller prendre l'eau là-bas, là. Ça ne nous arrange pas. Parce que souvent, quand tu descends dans l'eau là, donc les microbes, souvent, ils peuvent rentrer dans ton pied pour te donner une maladie. Donc, si on a eu l'eau propre, je pense que ça nous arrange aussi. Les populations de ces 11 villages de Dimbokro ont été formées à l'hygiène pour améliorer leur consommation en eau. Des comités locaux veillent à la maintenance et à l'entretien de ces points d'eau pour une durabilité optimale de l'ouvrage. Au total, ce sont 31 pompes qui ont été réhabilitées dans les régions de Dimbokro et de Bongwanou pour améliorer la qualité de vie des ménages ruraux. 60 jeunes viennent d'être formés au métier du bâtiment par l'ONG internationale Habitat for Côte d'Ivoire. Et grâce à ce projet qui a sa 3e édition, ces jeunes arrivent à se prendre en charge. On reste avec Fatou Fofana. Au total, 180 jeunes dits à risque ont été formés au métier du bâtiment depuis 2010 par l'ONG Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. Pour cette 3e édition, 60 jeunes de Boaké ont bénéficié d'un aspect théorique basé sur l'enseignement pédagogique et technique et d'une phase pratique et expérimentale sur des chantiers de construction. Il est ainsi question de favoriser l'autonomie financière et de développer l'esprit d'entrepreneuriat des apprenants après la formation.
Au bout des 6 mois d'apprentissage et de mise en pratique sur le terrain, 40 de ces jeunes ont pu ouvrir leur premier compte bancaire et 20 sont déjà économiquement autonomes. Le montant du projet est estimé à 15 millions de nos francs. La plateforme de services Côte d'Ivoire opte aussi pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Elle vient de renforcer ses actions sur le terrain à travers des partenariats avec les municipalités. Des jeunes ont été formés dans la commune d'Atekoubé. Serge Gongomé, Patricia Omouetia. Ces jeunes sont aujourd'hui heureux d'exercer un métier. Et cela grâce aux actions de la plateforme de services Côte d'Ivoire. Structure mise en place par l'État pour renforcer les programmes d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Alors ça me permet de ne plus rester à la maison, de travailler, je me débrouille, je m'en sors. Quels que soient mes besoins, je m'en sors. Je fabrique les fauteuils, je fabrique des rideaux, tout. 4000 jeunes jouissent des actions de cette structure. Pour l'heure, avec nos 25 missions locales, au 28 février dernier, nous avions accueilli environ 60 000 jeunes depuis le début de l'année 2012 et nous espérons couvrir le territoire national les années à venir avec la création de 125 nouvelles missions locales. La plateforme de services Côte d'Ivoire mène ses actions en partenariat avec les municipalités. C'est le cas de la collaboration avec la mairie d'Atekoubé. Nous avons d'abord écouté les jeunes. Nous avons sérié les problèmes des jeunes. Nous les avons mis dans un annuaire de compétences en fonction de leurs différents problèmes et difficultés. Ceux qui étaient déscolarisés, ceux qui avaient besoin de formations qualifiantes, de formations diplômantes, ceux qui avaient besoin d'une session d'apprentissage. Et à partir de ce moment, nous avons identifié des projets spécifiques pour répondre à toutes ces préoccupations. Ces actions sont soutenues par la coopération française qui a renforcé récemment ses moyens avec 2 véhicules. Un centre de fabrique de sacs de chaussures et de ceintures est actuellement en construction à Atekoubé. Les coiffeurs formés aux pratiques sanitaires du métier. L'initiative est du syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique. Les coiffeurs ont appris les techniques de désinfection des outils de travail pour le bonheur des clients. Maïsako pour le reportage. Esmel Elvire et Yapi Chantal sont 2 coiffeuses soucieuses de la santé de leur clientèle. Ces 2 artisanes de la beauté savent qu'il est impératif de désinfecter leurs outils de travail au risque d'exposer les habitués de leur salon au sida et à d'autres pathologies liées à leur métier telles que les kéloïdes, les poux, le tétanos, l'hépatite, etc. Ça, c'est le stérilisateur qui permet de stériliser les appareils qui consistent à faire la beauté des pieds et la beauté des mains. Voilà, donc on ouvre comme ça et on met tout le matériel là-dedans. Le matériel qui consiste à faire la beauté des pieds et des mains. On referme et on appuie là. Avant même que la cliente n'arrive, je désinfecte déjà mes instruments et à sa présence même aussi je le fais. Si Elvire et Chantal arrivent à mettre en pratique ces règles d'hygiène, c'est bien grâce aux séances de formation initiées par le SINAPCC, le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique. Comme elle, d'autres coiffeurs et esthéticiens ayant appris sur le tas vont se familiariser à partir de lundi prochain aux bonnes pratiques de leur métier et aux lois qui le régissent. Les coiffeurs, n'étant pas véritablement formés quant à l'exercice de leur métier, constituent un danger pour la population elle-même. Parce que les techniques de désinfection du matériel de coiffure, les techniques de désinfection du matériel d'esthétique ne sont pas véritablement mises en exergue dans la formation sur l'État. Au terme de la formation, les apprenants vont disposer chacun d'une carte professionnelle. Une chose qui ne déplairait pas à la police sanitaire, dont une opération d'assainissement dans le milieu de la coiffure et de l'esthétique est annoncée dans les prochains mois. Et une technique de désinfection qui devrait être appliquée par tous ces coiffeurs et coiffeuses. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, les affrontements entre l'armée régulière et la rébellion ont repris depuis dimanche après 2 mois de répit. Ces affrontements interviennent alors que les discussions de Kampala sont dans l'impasse. Les armes parlent à nouveau dans le Nord Kivu.
À l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 et les forces armées congolaises ont repris les combats. À la barrière de Kanyaruchinya, les casques bleus sont une nouvelle fois des témoins privilégiés. Entre deux feux, les habitants de Mounigui ont fui depuis longtemps, laissant un quartier désert. Les derniers récalcitrants prennent la route à leur tour. Nous nous en allons parce qu'il y a des crépitements de balles et des explosions de bombes, donc on part. Plus bas, des dizaines de curieux s'accrochent à flanc de collines pour suivre les échanges des tirs. Ils sont également aux premières loges pour assister au déploiement des FARDC qui s'élancent vers la ligne de front. Sous le commandement du colonel Mamadou Mbala, près de 2000 hommes lourdement armés seraient engagés dans les combats. La veille, le président du M23, dans son fief de Bunagana, à la frontière ougandaise, dénonçait l'attitude de Kinshasa. Nous sommes en train de subir aujourd'hui des attaques de la coalition gouvernementale. Nous refusons d'avancer. Nous refusons de répondre énergiquement parce que nous pensons que la solution n'est pas militaire. Nous sommes en train d'enlever au gouvernement congolais le prétexte de son option militaire. Même son de cloche à l'état-major du mouvement qui a installé ses quartiers dans la caserne de Rumangabo, enlevée aux forces gouvernementales. La pression militaire, c'est Kinshasa. Donc Kinshasa, ce qu'il veut que nous fassions, c'est qu'on fait. Oui. S'il veut qu'on parle, on va parler. S'il veut qu'on fasse la guerre, on va le faire. Mais nous envisageons le dialogue. Selon Kinshasa, la rébellion a reculé de 15 km et perdu une centaine d'hommes. Un bilan rejeté par le M23. Le dialogue est interrompu. Pour la 3e journée consécutive, la parole est aux armes. Et en Égypte, on l'a appris aujourd'hui, le nouveau gouvernement a prêté serment devant le président intérimaire Adli Mansour et son premier ministre. On reste en Égypte où les violences ne faiblissent pas. Hier soir, les accrochages ont opposé la police aux manifestants des Frères musulmans au Caire, alors que d'autres manifestations islamistes se déroulaient sur plusieurs avenues. Le bilan est de 7 morts, plus de 250 blessés. Ce sont les premiers affrontements depuis une semaine au Caire. Des milliers de partisans de Mohamed Morsi étaient dans les rues quand des échauffourées ont éclaté dans le centre de la capitale égyptienne et dans le quartier de Gizeh. Ce face-à-face avec les forces de l'ordre a provoqué la mort de 7 manifestants et plus de 250 personnes ont été blessées. La police a usé de gaz lacrymogène pour débloquer des ponts, entraînant une réplique de jets de pierre. Ils veulent renverser la légalité et rétablir les militaires, mais cela ne se fera pas ou alors sur nos corps. Suite à ces violences, au moins 400 personnes ont été interpellées. Cela n'a pas découragé les partisans du président déchu Morsi qui annoncent clairement qu'il ne compte pas s'arrêter tant qu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions. Ce qui s'est passé hier, c'est à cause de l'armée qui joue avec les nerfs des gens. Ils ont envoyé un message pour dire qu'ils utiliseraient la force et qu'ils maîtriseraient les manifestants par la violence. En visite au Caire, le secrétaire d'État adjoint américain William Burns a appelé à l'apaisement et au dialogue. Les Égyptiens sont toujours dans l'attente de la composition du prochain gouvernement. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré à Alger aujourd'hui après un séjour d'environ 3 mois en France. Abdelaziz Bouteflika, sachez-le, était hospitalisé à Paris à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce suite à un accident vasculaire cérébral. Voilà le reste de l'actualité dans le monde. En bref, nous irons aux États-Unis d'Amérique, en Russie, en Grèce et au Mexique. Des dizaines de policiers déployés autour de la voiture de Miguel Ángel Trevino. Une opération d'envergure pour arrêter le chef des Zetas, le cartel le plus violent du Mexique. Le baron de la drogue a été intercepté lundi au nord-est du pays, près de la frontière des États-Unis. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Eduardo Sanchez, aucun coup de feu n'a été tiré. Parmi les crimes sanglants dont Trevino aurait été le commanditaire, le massacre de 72 immigrants sud-américains en 2010 dans ce ranch mexicain. Gare fermée, transport en commun paralysé. La Grèce est de nouveau en grève mardi.
Des manifestations à Athènes à l'appel des principaux syndicats du secteur public et privé. Au centre de leurs revendications relayées à la une de tous les journaux grecs, le rejet d'un projet de réduction et de redéploiement de la fonction publique voté au Parlement ce mercredi, un projet exigé par l'Union européenne en contrepartie d'une aide financière. Après des jours d'hésitation, Edward Snowden a finalement demandé un asile provisoire à la Russie. L'ex-consultant du renseignement américain, toujours dans l'attente de rejoindre l'Amérique latine, est bloqué à l'aéroport de Moscou depuis 3 semaines. Lundi, le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'avoir coincé le fugitif dans son pays, tout en assurant que Snowden pourrait le quitter dès que possible. Fabrice Tour, l'ex-trader français face à la justice américaine. L'ancien courtier de la banque d'affaires Goldman Sachs comparé pour fraude à New York. Celui qui s'est donné pour surnom Fable Fabuleux est accusé d'avoir volontairement trompé ses clients européens lors de la vente d'un placement complexe en 2007. Le procès pourrait déboucher sur des pénalités financières. Verdict dans 3 semaines. Et on retient, avant de nous séparer, que le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, est à Abuja, capitale nigériane, depuis cet après-midi. Le chef de l'État va présider le 43e sommet de la CEDEAO. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Demain 20h, retrouvez Ali Terasouba.